Le Canada et Malte vont reconnaître officiellement l'État de Palestine. Les deux pays rejoignent ainsi la France et le Royaume-Uni qui ont prévu de faire de même en septembre. La situation revient peu à peu à la normale en Angola, après 3 jours d'émeutes et de pillages qui ont fait au moins 22 morts et près de 200 blessés. Le Chili et la Nouvelle-Zélande maintiennent leurs alertes au tsunami après le séisme de ce mercredi, alors que le danger semble s'estomper dans le Pacifique. Plus de 2500 pompiers continuent de lutter contre les flammes au Portugal. À Ponte da Barca, 4 villages ont dû être évacués. Le Canada et Malte ont tous deux annoncé ce mercredi qu'ils reconnaîtraient officiellement l'État de Palestine en septembre. Cette nouvelle fait suite aux décisions de la France et du Royaume-Uni qui ont également annoncé une reconnaissance formelle lors de l'Assemblée générale des Nations unies ce mois-là. Mais comme Londres, Ottawa pose certaines conditions au préalable. Elle réclame notamment l'organisation d'élections générales en 2026 et de ne pas militariser l'État palestinien. Canada has long been committed to a two-state solution. An independent, viable and sovereign Palestinian state living side by side with the state of Israel in peace and security. La reconnaissance officielle de l'État de Palestine intervient alors que l'Europe s'efforce à nouveau de faire pression sur Israël pour qu'il mette un terme à ses opérations militaires et son blocus humanitaire contre Gaza. Plusieurs hauts représentants se sont réunis dans le cadre d'une conférence des Nations Unies sur une solution à 2 États, à laquelle Israël s'est opposé et a donc boycotté la réunion. Les États-Unis, proches alliés de Tel Aviv, étaient également absents. Récemment sanctionnée par les États-Unis, Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens à Genève, a présenté son dernier rapport au Parlement italien. Invitée par un groupe parlementaire composé principalement de partis d'opposition, elle a évoqué sa dernière enquête qui dresse la carte des entreprises soupçonnées d'aider l'occupation israélienne et sa guerre contre Gaza. Intitulé « De l'économie de l'occupation à l'économie du génocide », le rapport de Francesca Albanese vise à expliquer comment le profit alimente le conflit. È su questo che ho fatto luce col mio ultimo rapporto che mostra come 48 imprese, che poi non sono una lista, sono illustrative di un sistema, dopo aver fatto parte dell'economia e sostenuto l'economia dell'occupazione israeliana, che ha completamente deflagrato la possibilità dei palestinesi di esistere liberi come popolo in uno Stato oppure come individui che godono di diritti e libertà fondamentali, adesso questa economia si è trasformata in genocidio, di economia di un genocidio, ed è assolutamente insopportabile l'idea che ci sia della gente che ne trae profitto. S'exprimant au Sénat mercredi, la rapporteure des Nations Unies a également interpellé l'Italie, affirmant que la défense du droit international devait dépasser les clivages politiques. Nel gennaio del 2024 la Corte di Giustizia internazionale con misure d'urgenza ha riconosciuto il rischio di genocidio e di là scattano in maniera inoppugnabile le responsabilità del governo italiano. Questo non è uno Stato come altri in Europa, non è uno Stato che è silente dinanzi a un genocidio, no? È uno Stato che è corresponsabile dal punto di vista politico. Francesca Albanese a été sanctionnée par les États-Unis pour, selon eux, ses efforts illégitimes et honteux pour inciter la Cour pénale internationale à prendre des mesures contre des responsables américains et israéliens. Certo, io sono stata la prima e l'unica, spero l'ultima funzionaria internazionale a scontare questo filo, però si tratta di proprio un attacco al cuore del multilateralismo. E io dico, viste le mie origini di meridionale, conosco bene a cosa porta e cosa fa vincere appunto questa logica mafiosa, il silenzio. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la confiscation des biens russes et affirmé que Moscou était coincé dans un autre siècle à l'occasion d'une réunion de l'OSCE qui marque le 50e anniversaire des accords d'Helsinki. It's time to confiscate Russian assets, not just freeze them, confiscate them.
and use them to serve peace, not war. Volodymyr Zelensky a également remercié Donald Trump pour ses efforts visant à négocier un accord de paix après l'annonce du président américain de réduire le délai laissé à Moscou à s'engager dans de nouvelles négociations de cessez-le-feu. President Trump is truly interested in ending the war, and we have to do everything we can to make sure the United States and Europe act together for security. Les accords d'Helsinki, signés en 1975, étaient axés sur les principes de la coopération internationale, du respect de la souveraineté, ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Signés par 35 pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, ils ont jeté les bases de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alexander Stubb, le président finlandais, a souligné l'importance de l'héritage de ces accords aujourd'hui et appelé les pays européens à choisir entre les sphères d'intérêt et le recours à la force ou les principes et les règles communes. Après 3 jours de violence, la situation revient peu à peu à la normale à Luanda, la capitale de l'Angola. L'association des taxis de ce pays d'Afrique australe s'est mise en grève lundi pour protester contre une hausse de 30% des prix du carburant, annoncée début juillet par le gouvernement. Mais les manifestations ont rapidement dégénéré en émeutes et en pillages dans plusieurs régions du pays, qui ont fait au moins 22 morts et près de 200 blessés. Estamos aqui com uma dificuldade de táxis, não tem clientes para nós vendermos, todas as lojas estão fechadas. Antes de agir, tem que parar para pensar, porque eles estão a se prejudicar. Só as coisas que eles já destruíram, eles amanhã vão necessitar, tá vendo? Então isso não tem como, eles praticamente estão a se prejudicar eles sozinhos. La police dit avoir arrêté quelques 1200 personnes et les premiers procès ont débuté ce jeudi. Les émeutes de ces derniers jours sont la culmination de plusieurs semaines de colère populaire dans ce pays où l'inflation a atteint les 20% en juin et où le taux de chômage avoisine les 30%. Au lendemain du puissant séisme de magnitude 8,8 enregistré au large des côtes russes du Kamtchatka, le risque de tsunami semble s'atténuer dans le Pacifique. Cependant, au Chili, très vulnérable au tremblement de terre, l'alerte maximale a été maintenue sur la majorité du littoral ce jeudi. En début de journée, les autorités ont appelé 1,4 million de personnes à évacuer les zones côtières. Et pour cause, le ministre de l'Intérieur Álvaro Elizalde a indiqué que des vagues ont atteint 2,5 mètres par endroit. La prudence reste également de mise en Nouvelle-Zélande où les autorités ont invité la population à s'éloigner des plages, bien qu'aucune vague importante n'a été encore enregistrée. Selon une directive des autorités, la reprise de l'activité du tsunami en Amérique du Sud signifie que des courants forts et inhabituels pourraient se poursuivre pendant encore 24 heures. Le tremblement de terre a été l'un des plus puissants jamais enregistrés, provoquant des tsunamis au Japon, à Hawaï, en Polynésie française et sur la côte ouest des États-Unis, mais les dégâts ont toutefois été limités. Plus de 2500 pompiers luttent contre les feux de forêt dans tout le Portugal. À Arouca, dans le centre du pays, environ 680 agents et plus de 200 véhicules sont mobilisés. Bien qu'il n'y ait plus de front actif sur la commune, les flammes se sont propagées à Castelo da Pava et Sinfães. Este é combate de todos e para isso precisamos da diligência e do comportamento que se possa orientar de acordo com aquilo que é em cada momento o exigido para diminuir o risco e para poder salvaguardar aquilo que é mais essencial. La nuit dernière, l'incendie de Ponte da Barca était une préoccupation majeure en raison de sa taille et des difficultés d'accès. 4 villages ont dû être évacués pour des raisons de sécurité. Jeudi, le mercure devrait dépasser 30 degrés partout au Portugal. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère a placé presque toutes les municipalités de 7 départements de la partie nord du pays en alerte maximale feu de forêt. La politique d'immigration du Danemark est-elle en train de devenir le modèle européen ? Pendant des années, Copenhague a fait cavalier seul dans l'UE avec ses restrictions du droit d'asile jugées trop restrictives par de nombreux États membres. Mais à mesure que les forces de droite progressent dans l'Union, les idées autrefois controversées du Danemark sont aujourd'hui adoptées par le courant politique dominant. I remember when I started in this post 3 years ago, I was
in the GHA Council, and the Austrian minister was the only one who supported these notions back then. And now it seems there's a lot of more countries that have rallied around the notion that we should get democratic control of the migrant flows, and I'm just very, very happy that this is the case. La question de l'externalisation du traitement des migrants est au cœur des débats actuels. Le Danemark est à l'avant-garde des efforts visant à établir des centres en dehors du territoire européen pour y transférer les demandeurs d'asile déboutés. Si l'idée a été acceptée par la Commission européenne, elle reste confrontée à des questions financières, techniques et éthiques. Les organisations humanitaires estiment en effet que ce système viole souvent le principe de non-refoulement et elles estiment qu'il est inefficace à long terme. Face aux critiques, Copenhague affirme qu'une approche dure de l'immigration est le seul moyen pour les politiciens progressistes de rester au pouvoir face à l'essor des partis de droite. I believe if you're in a social democratic or workers' party championing especially skilled and unskilled workers, then I believe migration is often a burden for the constituents, and working class communities have taken the largest part of the task of integrating people in local communities and the labor market, and therefore if you're a party that are representing low skilled, low paid people, then you should be quite restrictive around migration. Le Danemark assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'UE. Il ne fait aucun doute que Copenhague utilisera cette opportunité pour mettre l'immigration à l'ordre du jour de l'UE.